Bienvenue dans le débat de France 24. Donald Trump, le choix des Républicains pour devenir le 45e président des États-Unis. Peu auraient parié sur cette éventualité il y a seulement un an au lancement de sa campagne. Et pourtant, c'est fait. La nuit dernière, le parti a donc formellement désigné pour porter ses couleurs un homme d'affaires de 70 ans qui ambitionne d'ériger un mur avec le Mexique, d'interdire l'entrée sur le territoire aux musulmans ou encore d'expulser les quelques 11 millions de clandestins. Donald Trump en route pour la Maison-Blanche. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Evelyne Josselin. Bonjour. Vous êtes spécialiste du conservatisme américain. Vous êtes auteur de l'ouvrage à paraître, Trump pour le meilleur et pour le pire. Et il est paru. Donc, il n'est pas en stock aux éditions, mais tout bon libraire peut vous l'obtenir. Donc sur commande aux éditions Presse de la Délivrance. Également avec nous, Célia Belin. Vous êtes docteur en sciences politiques et en relations internationales à l'université Panthéon-Assas, chercheur associé au centre Thucydide et auteur de Jésus et Juifs en Amérique, droite évangélique et lobby chrétien pro-Israël aux éditions Fayard, paru en 2011. À nos côtés, également François Durper, maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise, auteur du Petit Trump illustré par l'exemple aux éditions Nouveau Monde. Bonjour Raphaël. C'est bien ça, bonjour. Et également Denis Lacorde. Maintenant, je demande la validation pour les livres parce que s'ils ne sont pas encore parus. Et Denis Lacorde, directeur de recherche au CERI. C'est le centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Vous êtes spécialiste d'histoire politique des États-Unis et auteur des Frontières de la tolérance de John Locke à Charlie Hebdo. Et c'est sorti l'année dernière. Non, ça va sortir au mois d'octobre. Alors ça va sortir au mois d'octobre, décidément, aux éditions Gallimard. Voilà. D'accord. Il y a eu un petit micmac. Il était sur la religion en Amérique. Alors autant pour moi, mais vous serez bien informé. Voilà. Le Parti républicain s'est donc choisi, vous l'avez compris, un candidat. Peut-être un premier tour de table. Quelles sont, d'après chacun d'entre vous, les chances de Donald Trump? Est-ce un futur Ronald Reagan ou bien un nouveau Barry Goldwater, du nom du candidat qui, par ses positions ultra-conservatrices, avait fait perdre, et même une défaite retentissante pour les Républicains en 1964? Peut-être une première réponse d'Evelyne Josselin. Du point de vue de la victoire, ça ne sera pas Goldwater, de toute façon, c'est absolument certain. Je pense que ça sera plus proche de la victoire de Reagan. Et s'il y a victoire, elle ne sera pas si juste que les gens le croient. D'ailleurs, les sondages commencent en ce moment à s'équilibrer. Et Hillary Clinton n'a pas été condamnée par James Comey après l'enquête qui a été menée contre ces malmenés en ce qui concerne les courriels. Mais il y a quand même eu un impact important sur la population. Et même le vote féminin a reculé pour Hillary Clinton. Donc, Donald Trump a toutes ses chances. Donald Trump a toutes ses chances. C'est votre avis aussi, Célia Belin? Je ne dirais pas toutes ces chances. Si on croit aujourd'hui les chiffres donnés par Nate Silver, par exemple, statisticien spécialiste des élections présidentielles. 538, c'est son site qui avait prévu exactement les victoires de Barack Obama en 2008 et en 2012. Alors, ce qu'il dit, c'est que les chances remontent. Donc, en effet, on est maintenant à 29% de chances de l'emporter. Le New York Times, hier, donnait 76% de chances pour Hillary Clinton de l'emporter. Donc, on voit bien qu'on est dans une chance sur 4 que Donald Trump l'emporte. Ce qui veut un peu rien dire, ça veut simplement dire que pour le moment, la favorite, c'est Hillary Clinton. Mais le rapprochement, en effet, vous l'avez souligné, des derniers sondages, montre bien que Donald Trump est un candidat faible, mais Hillary Clinton est aussi une candidate faible. Il y a 5-6% qui disent qu'ils voteront pour un parti tiers. Et puis, il y a une très, très grosse partie d'indécis. Et l'important, ce sont ces indécis. Qu'est-ce que les indécis vont décider? Or, on a longtemps cru que les indécis votaient le statu quo. Et il s'avérerait que les indécis ont plutôt tendance à voter le changement. Et dans ce cas-là, ça favorise plutôt Donald Trump. François Durper. Oui, du côté de Donald Trump, on n'est pas sûr qu'on a des chances, on est plus comment on va gagner. Et comment on va gagner, là, il y a des stratégies qui se mettent en place. Il y a deux stratégies. La première stratégie, c'est d'aller chercher des États, de se dire que cette élection n'est pas une élection à la française, c'est pas un vote national avec une élection nationale à la française. On cible des États et on se dit tiens, il faut gagner tel État et mettre le paquet. Une fois qu'on a ciblé les États à gagner, on met le paquet dans les États à gagner. Et puis il y a une autre stratégie qui est de dire non, Donald Trump n'a pas gagné les primaires en faisant cela. Il n'a pas gagné les primaires en ciblant des États. Il a gagné les primaires en ayant toujours une campagne nationale, en s'adressant à la presse nationale, en ayant un contact direct avec les Américains. Et donc là, ça serait remettre en cause les analyses, notamment statiques du vote, en faisant cette campagne, en faisant bouger des dynamiques sur un certain nombre de communautés qui, pour l'instant, disent « nous allons voter Hillary Clinton ».
Oui, je voudrais embrayer sur ce que dit mon voisin. Effectivement, il faut se rappeler une chose très importante, c'est que rien n'est conventionnel avec Donald Trump. Il a déjà bousculé le paysage politique pendant les primaires, il peut parfaitement le faire une deuxième fois dans l'élection générale. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et nous sommes dans une époque qui favorise le populisme nationaliste, contrairement à l'internationalisme des élites. On va revenir sur la campagne non conventionnelle de Donald Trump. Denis Lacorne. Oui, moi, si je prenais une échelle, disons, qui irait de Goldwater à Reagan, moi, je situe Trump plus près de Goldwater que de Reagan. Parce que je crois qu'il a contre lui quelque chose de presque insurmontable, qui est la démographie. La démographie a changé depuis Reagan. Elle est aujourd'hui plus favorable aux démocrates qu'avant, notamment dans ces battleground states. C'est ces États dans lesquels va jouer l'élection. Il y a 4 millions de nouveaux électeurs qui sont des hispaniques. Or, après avoir insulté les hispaniques, les noirs, les musulmans, les femmes, il a un handicap. Et si on compare, la bonne comparaison, c'est peut-être de voir ce qui se passe entre Trump et Romney à peu près au même moment, dans l'élection de 2012. Romney avait 59% du vote des Blancs. Il a très mal réussi avec le vote des minorités ethniques et Romney a été battu. Il faudrait, pour que Trump l'emporte, qu'il ait peut-être autant de votes blancs que Reagan, ce qui est peu probable, puisque le nombre des Blancs dans la population d'origine européenne a diminué. Et il y a un certain nombre de Blancs d'origine européenne qui sont des modérés aussi, qui votent démocrate. Donc il a un handicap qui est, je dirais, de nature démographique, qui sera très difficile pour lui de surmonter. D'après un peu ce qu'on est, il lui faudrait 70% du vote blanc non hispanique pour gagner. C'est impossible. Compte tenu du fait que les États-Unis sont aujourd'hui un peuple multiculturel. Pensez par exemple à la Floride, au cours des dernières élections, les hispaniques sont passés de 14 à 17%. Et en plus, avec des hispaniques qui votent un peu différemment. Avant, vous savez, le vote cubain était plutôt républicain en Floride et là, ils ont voté plutôt Obama. Donc, il y a cette donnée-là. Mais comme ça a été dit également, Donald Trump, il y a l'analyse statique qui dit il y a un mur face à lui, c'est la démographie. C'est le conseil comme un républicain conventionnel. Mais il y a aussi, tout en analysant de manière statique, en se disant la science politique nous dit qu'il n'a très peu de chance dans cette élection, il y a quand même non seulement le fait de s'être beaucoup planté en disant il n'a aucune chance dans la primaire, qui fait que maintenant les spécialistes politiques aux États-Unis se disent attention, et il y a effectivement ça, c'est-à-dire il y a quand même cet inconnu, et en particulier qui, de mon point de vue, se cristallise autour de qu'est-ce qui va se passer pendant les débats. Qu'est-ce qui va se passer pendant les débats, puisqu'il a quand même réussi à faire sortir de sa zone de confort des gens dont on pensait qu'ils pouvaient être les favoris il y a un an, c'est-à-dire Jeb Bush d'abord, Marco Rubio, qui sort de sa zone de confort, qui se met à insulter les gens, alors que bon, c'était le genre idéal au départ, Marco Rubio. Donc ça veut dire que qu'est-ce que Hillary Clinton va faire? Comment elle va réagir face à Donald Trump? Juste un mot, ce tweet qui illustre finalement assez bien la surprise. Vu les primaires républicaines à la base, Trump a faussé les sondages, on le prenait pour un guignol, un one-man show, mais reconnaissons qu'il a battu tous les favoris avec des écarts énormes, ce que vous venez de dire. Un mot de Célia Belin qui voulait réagir et ensuite Evelyne Josselin. Je pense qu'en fait, on n'arrête pas d'analyser la capacité de Donald Trump à gagner. Je pense qu'il faut aussi regarder la capacité d'Hillary Clinton à gagner. Or, si Donald Trump est le candidat le moins aimé qui ne s'est jamais présenté à une élection présidentielle, Hillary Clinton est la deuxième moins aimée. C'est-à-dire qu'elle est moins aimée de plusieurs points de pourcentage que Mitt Romney en 2012 et que l'ensemble des autres candidats avant elle. Et donc, en fait, le vrai risque du point de vue démocrate, c'est l'abstention. Évidemment, les latinos ne vont pas aller en masse voter Donald Trump subitement en changeant d'avis. Ce qui peut se produire, c'est qu'ils n'aillent pas voter, ou en tout cas dans des proportions bien moindres. Et du coup, à la fois avec ce phénomène, plus un phénomène de répartition de certaines personnes qui vont choisir le candidat tiers, libertarien, par exemple. Et d'un seul coup, par un hasard mathématique, Donald Trump pourrait ne pas emporter le vote populaire, parce que là, c'est assez difficile, mais à additionner les grands électeurs et finalement, d'un cheveu, emporter l'élection. Évelyne Josselin. Oui, quelques rectifications. Alors, effectivement, il y a 4 millions d'électeurs nouveaux du fait des agissements absolument anticonstitutionnels d'Obama, qui a légalisé illégalement... La démographie, ce sont les gens qui ont 18 ans légalisé illégalement par 2 fois des millions qui ont l'âge de voter. Ça n'a rien d'illégal. Ces gens-là font partie des gens qui... Ça n'a rien d'illégal. Effectivement. Pourquoi illégalement? Vous parlez des décrets présidentiels? Oui,
ces décrets présidentiels sont absolument illégaux. Non, il n'y a rien d'illégal. Il s'agit... Et donc, je ne vous ai pas interrompu. Mais pardon, vous ne pouvez pas dire que c'est illégal. Et donc, il y a ce sont des Américains qui ont l'âge de 18 ans, l'âge du vote, qui depuis peuvent 2012. se reporter sur Trump. Parce que ces gens-là ne sont pas sortis pour Romney en 2012, mais ils sortiront pour Trump. Et c'est sur ça qu'on peut compter. Quant à entendre dire que Trump est un candidat faible et qu'il est mal aimé, je suis désolée, il emporte l'adhésion partout où il passe. Et autant sa cote monte que celle d'Hillary descend. C'est un fait, que vous le vouliez ou non. Il a 67% d'Américains qui disent qui ont une opinion négative de Donald Trump. Qui changent d'avis en ce moment, parce qu'eux aussi sont intéressés par les Mais il est aujourd'hui dans les sondages, sans doute, la personnalité politique la plus détestée au plan national, la plus controversée, mais pas la plus détestée. Il est détesté et haï, mais vous ne pouvez pas dire que Clinton soit aimé de tout le monde. On a affaire à deux candidats. Et c'est d'ailleurs un des ciments qu'on observe à la Convention républicaine, d'ailleurs, la détestation, le rejet d'Hillary Clinton. Sur le vote des Hispaniques, par exemple. Ce que vous parlez sur l'illégalité, c'est du pur fantasme. Mais un exemple, je cite le Washington Post. Il y a à la Convention républicaine, vous n'aimez pas le journal, j'en suis désolé, une interview de Madame Jessica Fernandez, qui représente le groupe des jeunes républicains de Miami. Bon, c'est une femme d'origine cubaine qui soutient Trump. Elle est là. Elle est enthousiaste. Et elle dit sa déception. Elle dit, moi, je suis là dans cette convention, je suis entourée de blancs d'origine européenne, j'ai l'impression d'être une licorne. Je suis totalement isolée. Le parti de Trump n'est pas le parti auquel je m'attendais. Un parti qui serait de la diversité, un parti qui intégrerait les minorités. Donc, elle-même est très déçue. Et je crois que c'est révélateur de la difficulté qu'a Trump à séduire les ethniques. François Durper. Ce qui est sûr, c'est qu'on a cette année deux candidats qui, dans les enquêtes d'opinion, ne recueillent pas une opinion majoritaire. On a Hillary Clinton et Donald Trump qui sont... Hillary Clinton, c'est à peu près 55%, mais ça dépend des enquêtes, et Donald Trump un peu plus de 60%, qui sont effectivement mal aimés. Et c'est pour cela qu'une partie d'establishment républicain se mord les doigts, mais c'est trop tard, et ils ont fait beaucoup d'erreurs au cours de cette campagne primaire, en se disant... toute autre personne que Donald Trump, c'était quasiment l'assurance face à Hillary Clinton de l'emporter. Et du côté d'Hillary Clinton, c'est le cadeau électoral de sa vie. De se dire, j'ai jamais été aimé par ces Américains. Barack Obama, qui avait 3 ans d'expérience politique nationale, même s'il avait un message, etc., a réussi à la battre, elle qui avait des lobbies, qui avait l'establishment. Donc c'est son cadeau électoral d'avoir face à elle quelqu'un, non pas seulement qui clive, mais dont une partie des gens, y compris chez les républicains, on le voit, se dit, est-ce qu'il est fit to be president? Est-ce qu'il est taillé? Il y a cette interrogation, est-ce qu'il est taillé pour ce job? Est-ce qu'il peut être président? C'est là que ce que vous dites, mal aimé, c'est peut-être trompeur. Les sondages ont beaucoup de questions sur est-ce que vous aimez un tel ou un tel. Oui. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun intérêt. La campagne se fait sur ce qu'on appelle, comme vous le dites, le caractère, la compétence, la maîtrise de l'information, la confiance. Et la confiance. Et là, ce sont d'autres valeurs qui sont tout à fait importantes. Et là, Trump a certaines difficultés parce qu'il est peu fiable, il est erratique, il est fantasque. Il est certain que les classiques républicains se sont illustrés en s'opposant à Donald Trump. Mais ce sont justement simplement une petite partie, ils sont une petite partie de l'oligarchie. Il faut bien reconnaître que beaucoup se sont ralliés à Trump depuis. Mitch McConnell aujourd'hui a fait un discours en faveur de Trump. Forcé. Et les Never Trump, comme on les appelait, se sont discrédités. Mais Trump n'a jamais pesé plus qu'un tiers, en gros, des électeurs républicains lors des primaires. Mais si vous répétez les statistiques et les boniments du New York Times ou du Washington Post, vous ne vous y retrouverez pas. Sont les chiffres. Les chiffres sont aussi des bons journaux qui ont été primés par Pulitzer. Vous ne pouvez pas d'un revers de main les balayer. Trump les avait dans son collimateur lors des fameux rallyes et qui a dit, vous, le Washington Post, au fond, vous êtes malhonnête. Mais ça, c'est son discours. Le discours de Trump n'est pas non plus à prendre comme parole d'évangile. En tout cas, un fait, c'est que un fait, c'est quand même que la nomination de Trump est quand même une défaite de certaines élites républicaines. Et ils ont commis quand même 3 erreurs dans cette élection primaire. La première, je parle des membres du comité national,
républicains. Ils ont commis 3 erreurs. La première, c'est que Trump est dans cette primaire. On aurait pu en amont se dire Trump, pourquoi il est dans cette primaire. À un moment donné, un commentateur a dit on n'accuse pas un chien d'aboyer. Donc vous vous plaignez de Trump, mais Trump on le connaît depuis des années. Première erreur. Deuxième erreur, est-ce qu'il a une erreur des concurrents de Trump. Ils étaient 17 et ces concurrents de Trump, beaucoup sénateurs, beaucoup gouverneurs, ont fait plutôt le bilan de ce qu'ils avaient fait dans leur État. Oui, par exemple, Jeb Bush qui dit voilà ce que j'ai fait en Floride. Les Américains ont répondu on s'en fiche. Qu'est-ce que vous voulez faire pour l'Amérique? John Kasich a fait toute sa campagne sur son bilan dans l'Ohio. Exactement. Et paradoxalement, Donald Trump, qui lui n'était élu de rien, qui n'avait des bilans sur rien, a été obligé de faire campagne nationale en s'adressant aux Américains. Et là, qu'on soit d'accord ou pas, il a parlé d'immigration, il a parlé. Et troisième point... On va laisser Célia Belin un moment, si vous voulez bien. Oui, parce que j'interromps personne, en fait. Et troisième point, c'est ne pas s'être rallié derrière un autre candidat. Les Never Trump était aussi Never Cruz. C'est-à-dire que si à un moment donné, ce comité national s'était dit là du coup Jeb Bush est terminé, on fait son deuil. Allez, Marco Rubio c'est terminé, on fait son deuil et on épouse Cruz. Du coup, ça aurait peut-être changé un peu la donne. Mais on a effectivement, si on additionne Cruz, Carson et Trump, c'est-à-dire des gens qui sont quand même limites sur le plan de l'establishment, effectivement 72% de la base républicaine qui a voté pour ces 3 personnes. Célia Belin, est-ce que c'est le parti républicain qui s'est finalement converti à Donald Trump? Il ne s'est pas converti dans sa grande masse, dans le sens où la plupart de ces élites, en effet, cadres du parti, caciques comme vous les appelez, ont boycotté cette élection. Les Bush ne sont pas là, les anciens présidents, Jeb Bush également, ils se répandent en critique de leur candidat. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que cette nomination est une défaite de l'establishment du Parti républicain, très clairement. Et ce n'est pas seulement une défaite, mais vous l'avez souligné, il y a plein d'explications au cours de l'année dernière, la multitude des candidats, le fait de ne pas avoir su se rallier derrière un candidat, le fait que Jeb Bush a semblé inévitable à un moment et alors finalement on a préféré on s'est dit alors pourquoi pas plutôt Marco Rubio pour pas avoir 3 Bush d'affilée et ainsi de suite. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans la crise du Parti républicain qui provient des Tea Party où on a déjà eu une insurrection droitière, un phénomène suite à l'élection d'Obama avec une partie du parti qui ne se sent pas représentée par cette élite et plus profondément ce divorce en fait entre les grands donateurs du Parti républicain et la base électorale. La base électorale qui sont des ouvriers blancs chrétiens à qui on promet depuis des décennies que ça ira mieux, que le phénomène du ruissellement de l'économie fait qu'en enlevant les impôts des plus riches, ils vont finir par obtenir quelque chose et voir leur vie s'améliorer. Ils ont bien compris au bout d'un moment que ce système ne marchait pas, qu'on leur avait menti, et il y a une forme de rébellion, et Donald Trump est le candidat de la base contre l'élite du Parti républicain. Vous restez avec nous, on va se retrouver dans un instant, on fait une courte pause, on reprend ce débat juste après la météo et le rappel des titres. Restez avec nous.